Face aux auditeurs. La question est la suivante. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes en train de prendre conscience du danger? La question, c'est en fonction de ses objectifs, en fonction de la mission d'intérêt public. J'aurai des questions spécifiques sur ses compétences. Face aux auditeurs, le rendez-vous d'échange avec les citoyens sur Radio Congo. Présentation parfait, la savane. Merci à vous qui êtes branchés sur Radio Congo, chaîne nationale émettant de Brazzaville. Salut à tous et bienvenue dans l'émission Face aux auditeurs. Vous l'avez longtemps attendu et réclamé à cette émission. Coucou, il est enfin là, tel qu'il est dans ce studio. L'homme s'appelle Gilbert Ondongo, ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, du plan. C'est pas fini. Il s'occupe aussi du portefeuille public et de l'intégration. Bonsoir monsieur le ministre et merci d'être venu après moult tentatives menées pour vous sortir de votre bureau du 5e étage de l'immeuble SBCC au centre-ville. Là, ça n'a pas été facile pour nous. Maintenant, je suis dehors ici avec vous. Oui. Donc ça a quand même été possible. Voilà. Vous êtes donc à cette émission face aux auditeurs, Oscar de la presse en 2012 et nous venons d'être encore primés Oscar de la presse 2013 du prix de la meilleure émission grand public. Et vous avez donc l'honneur d'être le premier invité après cette distinction. Je voudrais vous présenter sincèrement mes félicitations. Merci beaucoup. Et vous encourager à continuer sur cette lancée. Demeurez toujours le meilleur. C'est notre école au niveau du ministère des Finances. Merci. Alors, au-delà des conférences de presse que vous tenez régulièrement, au-delà des interpellations parlementaires, l'argent n'aima pas le bruit, certes. Ce soir, il s'agira d'un face-à-face direct avec les citoyens. Pendant 1 heure, les questions vous seront posées de diverses manières, tantôt teintées de méchanceté et d'ignorance, parce que venant du Congolais lambda, à vous d'y répondre avec un peu de souplesse, en usant d'un discours simple, loin des arcanes de la haute finance. L'objectif étant de toucher la sensible compréhension du Congolais moyen. L'exercice, j'espère bien, ne sera pas périlleux pour vous, monsieur le ministre d'État. Je m'y essaierai. J'espère qu'avec votre compréhension, je m'en sortirai à bon compte. Oui, est-ce que vous êtes habitué à ce genre de face-à-face, beaucoup craint par certains de vos collègues, qui le qualifient d'exercice périlleux? Il n'est certainement pas périlleux pour nous. Lorsque l'on a en charge les affaires publiques, on se doit d'en rendre compte. Et c'est évident que c'est avec plaisir que je me présente aux auditeurs pour leur parler du fonctionnement, des actions du ministère dont j'ai la charge. Gilbert Ondongo, c'est bien vous, vieux Gilbo ou grand-père Luce pour les intimes. Vous êtes de nature calme, bosseur et d'une rigueur qui se lit sur le visage à bien vous regarder. Rigueur que d'aucuns assimileraient à une volonté de nuire au bien-être des autres. Pélagé Prunel, bonsoir. Bonsoir la savane. Qui est-il cet homme très coriace et beaucoup redouté, né politiquement dans l'escarcelle de Denis Sassou Nguesso? Né le 29 novembre 1960 à Makwa, d'où il est originaire par son père et de mère Kouyudo Wando, Gilbert Ondongo est un vrai fils sorti des entrailles de la cuvette. Titulaire d'un doctorat en sciences économiques de la faculté d'économie de l'Université de Paris 2, Panthéon en France en 1989, c'est le point culminant d'un cursus scolaire et universitaire essentiellement passé au pays, puis dans l'Hexagone. Directeur de la rédaction du journal économique, L'Enjeu en 1992, Gilbert Ondongo s'était fait remarquer par la pertinence de ses articles sur les sujets économiques. Maître assistant, enseignant-chercheur à l'université Marien-Ngouabi, à la faculté des sciences économiques, Gilbert Ondongo intègre le cercle présidentiel de Denis Sassou Nguesso après la guerre dite de 5 juin 1997. Conseiller spécial, conseiller économique et financier du président de la République, il est resté de 1997 à 2002. À ce titre, il a été à la présidence des conseils d'administration et des comités de direction de plusieurs établissements publics à caractère industriel, commercial et administratif. Secrétaire d'État aux régies financières et aux réformes budgétaires de 2002 à 2005, ministre du Travail,
chargé de l'emploi et de la sécurité sociale de 2005 à 2009. De 2009 à 2012, il est ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public avant de changer de dénomination en 2012 avec cette fois-ci le super attribut du ministère d'État, ce qui ferait de cet homme aujourd'hui un véritable ministre roi, incontournable, gros éléphant, disent certains, et d'aucuns l'appelleraient même deuxième vice-président de la République après Jean-Jacques Bouya. Membre du bureau politique du PCT, député de Ouando, ce technocrate novice en politique, marié et père de 4 enfants, est d'une rigueur inouïe, s'apparentant au calvaire qu'il ferait subir aux administrations publiques, opérateurs économiques et même à ses collègues membres du gouvernement qu'il aurait affamés et asséchés. Beaucoup se demandent, ferait-il sa propre volonté ou celle du président de la République? L'orthodoxie financière voulue serait-elle synonyme d'austérité appauvrissante? Qualifié d'arrogant, de dur comme fer, Gilbert Ondongo, qui ne désempare pas face à ses critiques, saura avec son sang-froid habituel mettre à profit les 60 minutes de l'émission pour convaincre plus d'un Congolais encore hésitant à bien cerner la réelle vision de cet homme dont la rigueur et l'austérité s'affichent sur le visage. Parfait la savane. Voilà, ministre roi tout-puissant, l'un des vice-présidents inconstitutionnels de la République, devenu pour certains l'homme à abattre. Alors d'abord, qui en veut à Gilbert Ondongo? Qui sont vos ennemis et pourquoi le sont-ils? La personne Gilbert Ondongo n'a pas d'ennemis. Oui. Le ministre des Finances non plus. Il n'a aucun ennemi. Il est au service de la République. Il paraît qu'avec les collègues membres du gouvernement, les relations ne sont pas très amicales. Non? Ce sont des commérages de la ville. Ce n'est certainement pas la vérité. Alors, êtes-vous le plus mal aimé des ministres du gouvernement du chemin d'avenir? Est-ce qu'une personne est en mesure de juger de l'amour qu'elle suscite ou non? Je n'en sais rien. Mais je ne pense pas que ce soit à moi de dire si je suis le plus mal aimé ou pas. Mais quoi qu'il en soit, au gouvernement, je n'ai que des amis. Vous avez écouté la dame qui a peint votre parcours. Est-ce qu'il y a des choses à corriger ou à rectifier? Il faut laisser la liberté aux uns d'apprécier. Elle est seule responsable de ce qu'elle vient de dire. Le tout-puissant, le baobab, l'incontournable. À mes yeux, ce sont des superlatifs qui n'ont pas lieu d'être. Deuxième vice-président de la République? Certainement pas. Notre Constitution ne reconnaît pas de vice-président. Il y a un seul président de la République et des membres du gouvernement. L'enfant chéri de Denis Sassou Nguesso? Certainement pas. Il est au service de la République. Vous voulez que vous bénéficiez de toutes ces faveurs là-bas? Certainement pas. Il est au service de la République et sous la très haute autorité du président de la République qu'il veut servir loyalement comme il est en train de servir la nation. Et le rythme que vous imprimez est-il de vous-même ou de la volonté du chef de l'État? Je ne sais pas de quel rythme vous parlez précisément. Pas de l'austérité, où vous aurez asséché, affamé les Congolais. C'est ce que l'on entend ici et là. C'est totalement faux, évidemment. Si gérer avec la rigueur, les finances publiques est un péché, ce serait un bon péché alors. Non, c'est un devoir, lorsqu'on est en charge des finances publiques, on se doit de les gérer avec beaucoup de rigueur. Selon les règles de l'orthodoxie financière. Absolument, vous avez totalement raison. Voilà, membre des gouvernements successifs depuis 2002, à ce jour, avec plusieurs portefeuilles occupés, Gilbert Ondongo est l'un des membres du gouvernement sur lesquels les commentaires vont bon train dans la cité. Vu par les Congolais, comment son management à la tête du département des finances est-il apprécié? Voici ce qu'en pensent ces femmes et ces hommes rencontrés dans la rue. On les écoute. La gestion des finances au Congo, apparemment, actuellement, ça marche assez bien. On voit quand même effectivement que les activités économiquement, financièrement, vraiment on constate qu'il y a vraiment évolution. Quelle appréciation faites-vous de la gestion des finances publiques actuellement, depuis que le ministre Ondongo a pris la tête du département des finances? Ça n'a pas d'importance. L'utilité pour l'instant, est-ce que vous avez mené des enquêtes sur ce que le Congolais vit et quelle est la priorité dans ce que vit le Congolais? Les conditions sociales jusque-là ne sont pas réunies. Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis qu'il est là, depuis qu'il a pris ce département ministériel, il y a quand même l'équilibre financier. Il y a des choses qui sont quand même positives. Ça laisse un peu à désirer. Il ne faudra pas qu'on complique la tâche au président de la République. Il faut que les gens sachent que lorsque le président intime l'ordre, faites ça, il faudra qu'il le fasse. La gestion de Ondongo est opaque. Elle est très opaque, contrairement à d'autres ministres. Je pense qu'il est trop sévère. Il est trop sévère. Comme ça, en tout cas, tellement sévère que les autres ministères ne fonctionnent plus bien. Moi, je l'apprécie beaucoup sa façon de faire. Donc, il ne triche pas avec sa conscience. Ceux qui pensent que c'est une gestion chaotique, c'est parce que ceux-là sont de le faux.
Enfin, moi, je ne peux pas juger, c'est parce que c'est son travail, je ne peux pas le juger. Les points de vue divergent. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, monsieur le journaliste, nous avons reçu une feuille de mission du président de la République. Pour ce qui me concerne, je reste très attaché à l'exécution de cette feuille de mission. Je fais de sorte que les missions qui m'ont été confiées soient exécutées conformément à la volonté de celui qui a bien voulu me faire l'honneur de me les confier. Alors, vous avez écouté cet autre auditeur qui a dit que vous êtes un peu désobéissant aux recommandations, aux décisions du président de la République. Certainement pas. Il n'y a pas d'autres commentaires. Voilà, on va donc continuer. Entre-temps, je tiens à signaler à tous ceux qui viennent de prendre l'écoute que l'invité de l'émission face aux auditeurs ce soir s'appelle Gilbert Ondongo, ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l'intégration. Nous sommes donc de plein pied dans l'émission et nous allons prendre les premières préoccupations des auditeurs. Voilà bientôt 2 ans que le Congo a vécu la catastrophe du 4 mars 2012. Êtes-vous satisfait en tant que citoyen et surtout en tant que ministre des Finances de la gestion des conséquences des explosions du 4 mars 2012 lorsque la majorité des différentes catégories de sinistrés affirment qu'à ce jour, tous les sinistrés n'ont pas perçu les 3 millions d'indemnités d'urgence promis par le gouvernement et le président de la République à cause de la pagaille sciemment organisée dans l'établissement des listings des vrais bénéficiaires. Que les sinistrés commerçants n'ont plus perçu les indemnisations promises pour démarrer leurs activités. Que les sinistrés blessés évacués au Maroc n'ont pas tous perçu les frais à eux alloués. Les sinistrés blessés n'ayant pas pu être évacués à l'étranger ont tout simplement été oubliés. La reconstruction des logements détruits, si pour ceux des quartiers 753 est en cours, mais pour ceux des quartiers Kangambandi et Mpila ne connaît pas un début de réalisation par manque de dialogue direct entre les autorités et les sinistrés. Le paiement de 25 millions de frais d'indemnisation des victimes ne se fait pas dans la transparence puisque certains ont déjà perçu alors que la majorité non. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur le ministre? Amboa Josephine, na room la 28 tragage. Bon, na ko yebisa na yeb. Mbula mi bale yango. Bon, na ali boy ba pinga tante. Mais là comment ko ba ko sala te contrôle e ko yaka e yate. Ngape malade na ko pola. 3 millions pe ba pesa ngate. Oh mi yi ba ngo ba wuti wape. Eki soki moto, oki o tuse mbango ba jui photo na yo ba komi. Mais ngati lelo 3 millions na jote. Ngape na ko pola kuna tante pe se kufi ndako pe ba tonga te. Donc na malada na sina lembi na katanda kuna na moto po aya ko sa contrôle wana zate. Na ke l'hôpital ba lobe fo mbongo. Ba yambanga na mbongo. Siasi ba yambanga na mbongo. Hôpital Maria ngwa ba yamba na mbongo. Ba clinique ba yamba na mbongo ngambongo te. Na ko pola ondongo. Mbongo ngo ba pesa ki pona biso yango lisusu biso to ko joate mama mokolo boy. Na kufa na kati ya ndaku. 3 millions na simba te. Batonyo tu ba kimi katenga na tikala boy polia mama na room la 28 Amboa Josephine. Na ko kufa na moto akome sikate. Donc ezali nini? Gouvernement ngo na bino ya modèle nini? Pesa nga 3 millions na ngana soigner nzoto nanga. Yo ndongo yo po ali mwana nanga. Ngana mama moboti yo. Yo moko ndongo pe ko ya na room lo mona pa ngana zaloko yo kapema wa. O pesa nga mbongo wana na soigner nzoto nanga. Na la moto akopisa nga lisungi ekomi na yo ndongo. Voilà. Exceptionnellement, nous avons donné la possibilité à cette maman de s'exprimer en langue nationale. Vous avez donc compris ce cri d'alarme. Le drame du 4 mars, 2 ans après, qu'est-ce qui a été fait et que ce qui reste à faire, néanmoins en ce qui concerne le volet financier. Oui. Je voudrais avant tout dire une chose. Oui, je suis profondément ému. Oui. Vous avez même compris que j'ai un peu la gorge nouée parce que vient de dire cette maman. De façon générale, il est malsain. Elle n'est pas la seule à être dans cette situation. J'ai bien compris. Dans ce calvaire. J'ai bien compris. De façon générale, il est malsain de parler d'un drame comme celui-là en termes financiers. C'est malsain. Vous savez, rien qu'à l'évocation de cette date, chacun de nous a mal. Je voudrais vous dire que suite au drame épouvantable du 4 mars, il y a eu 2 types d'actions. Oui, allons-y. Il y a eu 2 types d'actions. Il y a eu des actions dites d'urgence et des actions dites post-urgence. Permettez qu'on prenne un peu de temps, que je parle avec un peu plus de détails sur le sujet, sur les autres sujets. Je ferai un effort d'être... Oui, parce que nous avons encore d'autres sujets qui nous attendent aussi. Absolument, mais je vais me permettre de m'arrêter un moment sur ce sujet. Et la dernière évaluation remonte à quand, sur cette situation du 4 mars?
Tous les jours, nous faisons l'évaluation de la situation du 4 mars. Mais permettez que je m'arrête un moment pour vous dire... En quelques minutes, oui. Les actions d'urgence. Lorsque le drame est arrivé, première chose à faire, il faut s'occuper des personnes vivantes, des blessés. Les blessés, il est passé par les hôpitaux de l'État. Il était passé, j'ai le chiffre exact qui est venu du ministère de la Santé, à peu près 30 000 personnes sont passées dans nos hôpitaux. C'est reçu par les médecins congolais. Bien plus, 91 personnes blessées ont été évacuées au Maroc, aux frais de l'État. Et abandonnées aujourd'hui? Non, certainement pas. Aux frais de l'État, soignés par l'État. Cela nous a coûté environ 1,2 milliard pour transporter ces gens, s'occuper de ces gens au Maroc, s'occuper de leur hébergement, s'occuper des frais de leur hospitalisation. Après les blessés, il fallait reloger les sinistrés. Dans ce pays, nous avons ouvert 14 sites, 13 ont fonctionné, avec environ 17 000 personnes, soit un peu plus de 3 000 familles qui sont passées par les sites qui avaient été ouverts pour nourrir les personnes qui étaient dans ces sites, pour les soigner. Cela a coûté à l'État environ 1,5 milliard. Il fallait s'occuper aussi, hélas, des personnes qui ont trouvé la mort. Pour chaque famille éprouvée, l'État avait mis à la disposition de chaque famille 2 millions de francs CFA pour l'organisation de la veillée mortuaire. Après l'organisation des veillées mortuaires, c'est l'État qui a pris en charge les obsèques, l'inhumation, la pierre tombale, et on a érigé une stèle en mémoire. Cela a coûté à l'État environ 1,5 milliard. Vous savez qu'il y a eu des établissements scolaires qui ont été détruits. Oui. Beaucoup d'établissements. Nous nous sommes retrouvés le 5 mars avec près de 9000 élèves sans établissement scolaire. Il fallait redéployer ces élèves dans d'autres établissements scolaires. Le gouvernement a décidé d'octroyer, d'allouer à chaque élève la somme forfaitaire de 10 000 francs CFA pour lui permettre de se déplacer de l'endroit où se trouvait, sûrement dans un site, vers un établissement scolaire. 10 000 francs à 9000 élèves. Et cela pendant 4 mois. Venons-en à la location. Alors, ça veut dire quoi? Que le maximum a été fait et maintenant on peut croiser les bras? Non, si vous avez voulu des détails en termes financiers, je vous donne des détails en termes financiers. Il y a encore des situations qui perdurent. Les 3 millions, tout le monde ne les a pas perçus. Les appels sont nombreux que nous avons reçus et les gens ont exprimé leur mécontentement, monsieur le ministre. Je voulais vous parler précisément de cette allocation d'urgence. Le gouvernement avait décidé, constatant que certains se sont retrouvés du jour au lendemain sans toit, sans rien du tout. Il leur fallait une allocation d'urgence pour leur redonner un peu de dignité. Le montant a été arrêté à 3 millions pour chaque chef de famille. Spontanément, se sont présentés à nous plus de 27 000 chefs de famille. Spontanément. Avec l'urgence, avec le besoin qui se manifestait, le 23 mars 2012, nous avons commencé à payer cette allocation d'urgence. À ce jour, nous avons payé l'allocation d'urgence à 20 651 chefs de famille. 20 651 chefs de famille. Pour un montant total de 61 milliards 953 millions de francs CFA. Nous avons recalé les dossiers de 7 000 chefs de famille pour des raisons suivantes. La première, près de 1100 chefs de famille ne se sont jamais présentés. La deuxième, près de 2600 qui se prétendaient chefs de famille ont été invalidés par les fameux contrôles. Les gens sont partis sur le terrain. Donc sur les 7 000 restants, c'est ça? 7 000 restants. Oui. 2600 ont été invalidés. La dernière chose, oui, au Congo, il y a des citoyens animés par le civisme. Des citoyens qui sont venus nous dire tel nom n'a jamais été à telle adresse. Et il y a eu comme ça 3300 personnes qui ont été dénoncées parce que dans la fausseté. Ce qui fait les 7 000 chefs de famille qui n'ont pas été traités. Maintenant qu'il reste 2, 3, 4, 10 personnes qui malheureusement, malgré les contrôles, malgré le déploiement, sont passés au travers les mailles du filet, c'est possible. Mais nous avons maintenu chez nous, au ministère, l'exigence selon laquelle vous ne devez pas vous fatiguer. Tant qu'il y aura encore 1, 2, 3 personnes qui sont dans leurs droits, vous devez repartir pour vous assurer que ces personnes sont dans leurs droits et ces personnes recevront leurs 3 millions. Rien que les urgences, ça a coûté à l'État plus de 70 milliards de francs CFA. Ce n'est pas rien. Voilà. Il y a aussi la rente viagère, on en a parlé, et puis aussi, pourquoi pas, les indemnisations. Est-ce qu'elles ont commencé déjà? Je vous parlais de ces deux aspects. La rente viagère, ça veut dire quoi? Le gouvernement a fait le constat que certains de nos compatriotes, à la suite du drame du 4 mars, ont perdu l'activité de leur corps. Ça veut dire certains sont handicapés à vie avec un handicap qui les empêche de travailler. Pour toutes ces personnes, le gouvernement a décidé de leur garantir un revenu de survie. C'est une rente qui leur sera versée toute leur vie.
Sur quelle base elle a été calculée? Simplement, nous avons pris le salaire minimum de la fonction publique en 2012, 80 000 francs CFA, salaire de base minimum, multiplié par 2. Ça fait 160 000 francs CFA que nous sommes tenus de verser chaque mois à ces personnes recensées. Ces personnes ont été recensées par le ministère de la Santé, qui nous a envoyé une liste de 49 personnes qui se sont retrouvées handicapées à vie à la suite du drame de 4 mars. Chaque fin du mois, la Direction générale du budget ordonnance le paiement de ces 49 personnes à raison de 160 000 francs CFA. Donc vous nous confirmez que ces personnes en sont réellement bénéficiaires aujourd'hui? Absolument. Voilà. L'indemnisation, je voulais vous en parler. Alors, et les écoles privées? Parce que là-bas aussi, il y a une sorte de tension latente. Monsieur Opina Placide, président du comité de crise et de suivi des écoles privées sinistrées du 4 mars 2012, vous pose la question, monsieur le ministre d'État, pourquoi les dossiers des écoles privées sinistrées du 4 mars sont toujours bloqués dans votre cabinet il y a aujourd'hui 2 ans? Je comprends, je vais répondre à la question, mais avant, permettez en une seconde que je dise quelque chose sur l'indemnisation. D'accord. Oui. Le gouvernement aussi avait décidé, à la faveur d'un conseil de ministres, de verser 25 millions à chaque famille qui avait un décédé. 25 millions à chaque famille. Alors, tout ça, ça a été fait? Ça a été fait à 262 familles. Donc, 25 millions fois 262, ça nous a coûté 536 millions déjà faits. S'agissant des écoles privées, faisons la différence. Et aussi les petits commerçants. On va en parler. Oui. Les écoles privées, il y a eu des grandes écoles privées. On peut prendre Pierre Tété, c'est une école des sœurs, l'école des religieuses. Elle a été, comme vous savez, elle a été détruite. Elle a été reconstruite par l'État, à la faveur de la reconstruction des écoles publiques qui avaient été détruites. Maintenant, les écoles privées en tant qu'activité, et c'est cela qui m'amène à vous parler des commerçants et des entrepreneurs, nous avons mis en place une commission qui est en train de faire l'évaluation. L'évaluation des biens perdus par les commerçants, l'évaluation des biens perdus par les entrepreneurs. La commission est pratiquement arrivée au terme de son travail. Il nous appartient à nous, parce que nous sommes un comité d'évaluation et de reconstruction, d'analyser ce travail et de l'apporter au gouvernement pour décision. Alors, la reconstruction des maisons détruites, alors il y a un auditeur qui s'appelait M. Gilles Okilo, il est en Pila. Pourquoi l'évaluation n'est pas faite avec le concours de l'intéressé? On vient, on reconstruit la maison sans que l'intéressé soit associé à la chose. Vous savez, lorsque il n'y a pas d'évaluation préalable. Vous savez, lorsque nous sommes 4 millions d'habitants, il est difficile d'avoir un même point de vue pour l'ensemble des habitants. L'écho que nous avons de la reconstruction des maisons qui peuvent l'être, l'écho est plutôt favorable. Les personnes sont plutôt contentes de ce qu'elles trouvent, une maison réhabilitée, aux normes modernes, une maison qui leur paraît plutôt, dans la plupart des cas, meilleure que l'ancienne. Il a le droit aussi de savoir combien ça a coûté, pourquoi pas? Est-ce que c'est un tabou? Non, ce n'est pas un tabou. Nous avons une évaluation qui a été rendue publique, parce que l'opération, nous l'avons conçue en plusieurs phases. Il y a une première phase, il faut bien commencer par un début. On a délimité, on a choisi de faire vers le Pila, l'école 31 juillet et le quartier de la rue Sainte-Anne, comme on l'appelle à Wenze. On a choisi de faire le premier, les coûts estimatifs sont de l'ordre de 28 milliards de francs CFA, un peu plus de 28 milliards pour réhabiliter un peu plus de 800 maisons. Il est à noter que, suivant le recensement qui a été fait après le 4 mars, il y aurait un peu plus de 5000 parcelles touchées. Donc nous en sommes à réhabiliter les 800 et quelques premières maisons qui doivent l'être. Et nous continuerons l'opération. Et ceux de Kangambanzi s'impatientent. Ils pensent qu'ils sont un peu abandonnés. Certainement pas. Vous les rassurez ce soir qu'ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas abandonnés. Et que vous viendrez à leur secours pour la reconstruction de leur maison. À l'heure où je suis en train de vous parler, où je suis en train de répondre aux questions des auditeurs, les habitants de Kangambanzi savent que nous sommes à leur côté. Nous sommes en train de bâtir, nous sommes en train de leur apporter de l'aide pour leur permettre de remettre en état certaines de leurs maisons. Nous y avons apporté des tôles, des bastingues. En ce moment-ci, si vous allez dans le quartier de Kangambanzi, vous verrez qu'il y a des opérations en cours lancées par le gouvernement de la République. La commission d'évaluation à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, qui a procédé à l'évaluation des dégâts causés et à beaucoup d'opérations. Alors, mais là-bas aussi, il y a graissement dedans. Les membres de différentes sous-commissions se plaignent de ce que, jusqu'alors, leur per diem n'est pas payé. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est que là-dedans aussi avec vos collaborateurs. Je réponds simplement, dans la vie, il faut savoir classer les priorités. Ça veut dire que ce n'est pas encore prioritaire? Dans la vie, il faut savoir classer les priorités. Non, en termes clairs. En termes clairs, oui. Si nous avons à choisir de nous occuper des sinistrés et des membres de nos administrations qui attendent des per diem, le choix est clair. Occupons-nous prioritairement des sinistrés,
viendra le moment de nous occuper des fonctionnaires qui sont au service de la République. Ils peuvent encore souffrir donc? Certainement pas souffrir, mais voilà. Ils ont un salaire mensuel. Nous percevons un appel, un auditeur en ligne, il va pouvoir se présenter. Est-ce qu'on peut poser quelques questions là à votre invité, Parfait de Savane? Oui, allez-y. Monsieur le ministre, le 28 septembre 2012, le président de la République commençait le Conseil des ministres par 3 remarques formulées sous la forme de questions. Faisons l'économie du temps et parlons de la deuxième remarque qui a trait à votre département. En effet, le chef de l'État se demandait, je le cite, pourquoi ceux qui avaient indûment perçu l'allocation de 3 millions réservés aux victimes du 4 mars n'avaient jamais été jugés. La question que je pose, c'est celle de savoir, est-ce vous, disons, votre département, qui a omis de remettre la liste de ces délinquants au juge, ou est-ce que c'est le juge qui est indolent? Et je vais un peu plus loin, je pose la question de savoir si ceux qui ont été impliqués dans le scandale seront un jour traduits devant le juge, ou bien ils ont été pardonnés. D'accord, merci. Que sont-ils devenus, ceux qui ont indûment perçu cette allocation de 3 millions? On dit que beaucoup sont venus de villages, de certains départements, sont venus juste pour toucher cet argent. Monsieur Le Savane, oui. N'exagérons rien, gardons raison. Non, il est vrai qu'il y a eu des faussaires. Vous le reconnaissez quand même? Il y en a eu. C'est indiscutable. Parmi lesquels vos collaborateurs aussi, vos proches collaborateurs? Certainement pas. Dont les noms ont été cités dans cette affaire? Ce sont des fausses accusations, c'est de la diffamation. Non, il y a eu des gens qui se sont mal comportés, qui ont fait preuve d'incivisme, certainement. Et nous avons sévi, pour ce qui nous concerne. Nous avons arrêté certains d'entre eux. Et ils sont où? Nous les avons arrêtés, c'est-à-dire avec le concours de la force publique, on a mis la main sur eux. Ils étaient nombreux en prison. Les responsabilités dans un État sont organisées et partagées. Le ministre des Finances n'a pas pour responsabilité de gérer les prisonniers ni de procéder à l'audition des coupables. Le ministre des Finances a pour mission première gérer sainement les finances publiques du pays. Telle est ma mission. Et les chefs de quartier, certains chefs de zone qui s'essaient d'attraper des RAV4 aujourd'hui, qui ont beaucoup de moyens, qui narguent même la population sinistrée. Alors, est-ce que là aussi, il y a des enquêtes qui ont été menées pour mettre la main sur certaines personnes impliquées dans cette magouille? Généralement, les sages disent le temps de la justice est lent. Mais la justice finit toujours par passer. Laissons le temps au temps. Je vous rappelle que l'invité de l'émission Face aux auditeurs, c'est Gilbert Ondongo, ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l'intégration. Sa façon de faire, il veut être tellement dur que ça empêche le fonctionnement des autres ministères. Vous pouvez remarquer aujourd'hui, il y a des autres ministères qui n'arrivent même pas à épuiser leur budget. Ils peuvent s'arrêter à 30%, à 20%. Et quand vous écoutez à la fin de l'année, vous dites on a un excédent budgétaire. Mais l'excédent budgétaire, ça vient d'où? Parfois, c'est l'argent que les autres n'ont pas pu retirer, n'ont pas pu, je ne sais pas quelle démarche qu'ils font. On ne les a pas permis de retirer de l'argent pour leur permettre de fonctionner. Et c'est ça qu'on appelle peut-être des excès budgétaires. Je lui conseillerais en tout cas de déverrouiller un peu, de permettre aux autres ministères de fonctionner. C'est un peu ça que je veux demander. Il fait bien, nous avons vu ce qu'il a fait dans le pays. Il a saigné la masse salariale, c'est une bonne chose. Mais maintenant là, il faut qu'il permette aux autres ministères de fonctionner. Parce que les autres se sentent asphyxiés. Je vous parle comme un fonctionnaire qui travaille quelque part. Je ne vais pas parler du ministère là où je suis. Mais nous subissons c'est à pression. Vraiment, il a tellement verrouillé que les autres n'arrivent plus à travailler. Voilà, le ministre Ondongo a tellement verrouillé que les autres n'arrivent pas à travailler. Comprenons-nous bien. Et vous mènez la guerre aujourd'hui? Non, comprenons-nous bien. Sans doute, on a changé, cela se voit, le mode de gestion. Aujourd'hui, il n'est plus question, et chacun l'a constaté, qu'il y ait des opérateurs économiques, c'est comme ça qu'on les désigne, sous les manguiers ou dans les parages du Trésor pour attendre ce que la population a appelé naguère les ngiri, les sacs de ngiri, sortir du Trésor. Non, il n'en est plus question. Que se passe-t-il? Simplement, comme n'importe quel État qui se veut moderne, comme n'importe quel État qui aspire au développement, les règles de gestion des finances publiques ont été revisitées. Nous avons modernisé la gestion pour faciliter les choses, mais tout en étant sûr que les règles sont conformes aux bonnes pratiques internationales en matière de gestion. Je prends un exemple précis. Aujourd'hui, il n'est pas question que l'argent se retrouve dans des ministères.
Si un ministère a besoin des biens, il y a des règles pour l'acquisition des biens. Ce sont des fournisseurs qui reçoivent un marché, concluent un marché avec l'État, fournissent et sont payés par leur compte en banque. Peu importe le temps que ça peut prendre. Il y a des délais que nous nous sommes donnés. Qui ne sont pas respectés malheureusement. De temps en temps, ça peut arriver que ces délais ne soient pas respectés, mais ce n'est pas la règle. Nous faisons l'effort de respecter les délais. Et donc, il ne peut se retrouver au ministère, et même pas au ministère, par exemple, que l'argent d'une personne, d'un fonctionnaire qui va en mission, il va au trésor, on lui sert son argent, il prend son argent, il met dans sa poche, il va en mission. Il n'y a pas de raison que les espèces sonnantes et trébuchantes se retrouvent dans les ministères. Les ministères reçoivent des biens, les ministères ont recours à des services qui leur sont fournis par des prestataires de services, et les ministères voient se réaliser des investissements. Donc il n'y a pas de raison qu'il se trouve des espèces dans les ministères. Dans l'une de vos interventions, c'est la question de M. Jean-Claude Hillet-Dolizy, vous aviez dit que le Congo avait suffisamment d'argent. Et c'est le Congo qui a l'argent ou une certaine classe d'individus ou de personnes. Alors vous avez tout centralisé au cabinet. On se demande, êtes-vous l'ordonnateur ou comptable payeur? Parce que vous vous êtes accaparé de tout à tel point que certains cadres du Trésor ne respirent plus. Vous les avez asphyxiés à volonté. Il est certain, non, c'est pas vrai tout ce que vous dites. Mais, mais les programmations se font chez vous là-bas au cabinet, c'est ce que l'on dit. Ça, c'est ce que l'on dit, mais c'est pas ce qui est vrai, c'est pas ce qui est vérifié. Non, reprenons les choses, reprenons les choses dans l'ordre. Rien n'est centralisé au cabinet. De par la loi, le ministre des Finances, aujourd'hui, est l'ordonnateur principal du budget de l'État. Pour exercer cette mission, il délègue ses pouvoirs au directeur général du budget qui ordonne. Le ministère des Finances dispose en son sein de la Direction générale du Trésor public. C'est là-bas que se trouve le principal comptable de l'État. Comptable principal unique de l'État, c'est le directeur général du Trésor. Les missions sont reparties. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons mis en place un décret qui réglemente la chaîne de la dépense, qui indique comment les choses doivent se passer. C'est parmi les innovations à mettre à votre actif. Absolument. Les innovations qui sont imposées. Pas à l'actif du gouvernement, à mettre à votre actif personnellement. À l'actif du gouvernement, certainement pas. Il ne faut pas revendiquer des victoires personnelles. À l'actif du gouvernement. C'est une modernisation qui s'impose d'elle-même. On ne peut pas prétendre être dans la mondialisation. Parce que généralement, on parle de la gestion Ndongo. Non, c'est une gestion du gouvernement, de son Excellence, Monsieur le Président. Non, il faudrait qu'on dise clairement les choses. L'argent de l'État se trouve au Trésor public. C'est le seul banquier de l'État. Il a ses comptes à la Banque centrale, c'est la seule banque qui peut recevoir l'argent de l'État, où il a des espèces dans ses coffres et c'est son droit. Donc l'argent de l'État n'est ni au cabinet du ministère des Finances, ni au cabinet de son ministre délégué. L'argent de l'État est dans les caisses du Trésor public ou sur les comptes du Trésor public. Le ministre des Finances ne peut pas se mettre à payer des dépenses, ce n'est pas son rôle. S'il le fait, il serait en infraction. Donc l'argent de l'État reste géré par le Trésor public. Rien n'est centralisé au niveau du cabinet. Au niveau du cabinet, nous sommes pour faire respecter les règles que nous nous sommes données nous-mêmes dans la gestion des finances publiques. Natole Lenga, il est d'Oyo, interpellé à l'Assemblée nationale, au Parlement donc. Alors vous avez eu du mal à répondre, ça c'est lui qui parle, l'auditeur, à la question sur l'achat des mobiliers et immobiliers des administrations. Pourquoi avez-vous dessaisi les ministères, le Parlement, de l'achat du matériel informatique, des moyens roulants et d'autres tels que stipulés dans la circulaire numéro 116 fixant les modalités d'exécution du budget 2014? Êtes-vous devenu l'homme à tout faire? Vous demande cet auditeur d'Oyo. Il fait bien de poser cette question pour nous permettre de donner des explications. Effectivement, oui. Comprenons bien qu'en la matière, nous ne faisons pas preuve d'innovation. Dans un pays comme la France, au ministère des Finances, il y a une centrale d'achat. C'est pas du copier-coller, non? Certainement pas. Les entreprises qui fonctionnent au Congo, qui fonctionnent ailleurs, généralement préfèrent se regrouper dans le cadre d'une centrale d'achat pour bénéficier des économies d'échelle, pour acheter à des prix plus compétitifs. Il s'est trouvé qu'en la lecture des dépenses de l'État, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines dépenses qui avaient une certaine importance et qui étaient passées isolément. On s'est dit non, il vaut mieux regrouper ces dépenses, sans doute en faisant venir, prenons l'exemple des voitures, lorsqu'on achète 1000 voitures, on a droit à des rabais que l'on ne peut pas avoir en achetant une voiture. Et on s'est dit, pour le parc automobile de l'État, on ne doit plus laisser la possibilité à chacun de choisir son fournisseur, de choisir la marque, non. Centralisons l'acquisition des voitures au niveau de la présidence de la République. Ce n'est même pas au ministère des Finances. C'est la Direction nationale du parc automobile qui est chargée de commander pour l'État l'ensemble des voitures utilisées par l'État. Le matériel informatique, non? Le matériel informatique, j'en viens. On va y arriver, oui.
On avait aussi remarqué que dans le budget, il y avait trop de dépenses de matériel informatique. Peut-être qu'on peut faire des économies en centralisant l'acquisition du matériel informatique et des mobiliers de bureau. C'était des dépenses qui avaient une certaine importance dans la rubrique acquisition des biens et services. Nous avons voulu centraliser ces achats au niveau du ministère des Finances et ce n'est pas au cabinet du ministre des Finances. C'est à la direction générale du budget qu'est centralisée l'acquisition du matériel informatique et des mobiliers de bureau. Mais suivez-moi très bien, ce n'est pas le budget qui s'enferme pour faire. C'est d'abord le ministère qui exprime le besoin. Par le truchement du ministère des Finances. Par le truchement du ministère des Finances. Nous fait connaître le besoin. Au niveau de la direction générale du budget, en accord avec le ministère, procède à l'appel d'offres. En accord avec le ministère, parce que le ministère a des détails techniques maîtrisés par lui. Ce n'est pas par le ministère des Finances. J'ai besoin d'un réseau de matériel informatique qui se présente de telle manière, qui a telle spécificité à respecter. Ils rédigent ensemble. En vérité, c'est plutôt le ministère concerné qui rédige les termes d'appel d'offres. Il passe l'appel d'offres. L'appel d'offres est apprécié aussi bien par une commission qui regroupe aussi bien les membres... Donc dans le strict respect du Code de marché public. Absolument, dans le strict respect du Code de marché public. Oui. Et lorsque l'appel est concluant, c'est à nous, ministère des Finances, de passer la commande et de payer et simplement de veiller à ce que le matériel soit livré au ministère concerné. Nous avons quelques moyens, il faut les gérer rationnellement. Et si on peut faire des économies en commandant du matériel informatique ou des meubles, il faut les faire. Donc cette disposition s'impose même aux administrations à budget autonome, comme le Parlement. Non. Oui. Non. Le Parlement reçoit ce que nous appelons en termes techniques. Vous m'avez dit que je devrais faire attention à ne pas utiliser des termes trop techniques. Exceptionnellement, je vais utiliser un terme technique. Le Parlement a une dotation. C'est un budget, comme l'on dit, de transfert. De transfert. De transfert. Donc, nous transférons l'ensemble des crédits du Parlement. Le Parlement gère librement ses crédits. Monsieur Ngoubili Jean-Pierre, il a de l'usine. Chaque année, le Congo enregistre des excédents budgétaires de plus de 1000 milliards de francs CFA. Dans quel compte se trouve cet argent? Et votre compte pour les générations futures, où se trouve-t-il? Et combien a été déjà épargné? Pourquoi préoccupez-vous des générations futures quand ceux qui sont en vie vivent le calvaire? Même question posée par Dio Gaston de Madingou et monsieur Carré de Gomatete. Voilà. Il y a plusieurs questions. On va essayer de les détacher les unes des autres. Commençons par l'excédent budgétaire. Généralement, nous nous arrêtons à l'annonce qui est faite à la faveur de l'adoption du budget. Le budget, comme chacun le sait, c'est un ensemble de prévisions. Effectivement. À la fin du budget, il y a ce qu'on appelle la loi de règlement, qui retrace cette fois-ci les réalisations. Ce n'est pas parce qu'on est parti sur une prévision de 1000 milliards qu'en fin d'année, on a nécessairement un excédent de 1000 milliards. On peut partir, suivant les prévisions, avec un excédent de 1000 milliards. À l'arrivée, on a 400 milliards d'excédent, ou un peu moins, ou pas du tout. Ça dépend de comment les recettes ont été mobilisées et quelles sont les dépenses qui ont été effectuées. Ça, c'est la première chose. La deuxième, les générations futures. Pourquoi s'occuper des générations futures? On en a parlé abondamment pendant un moment, et puis après, plus rien, on n'entend plus parler. Alors, ce compte, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il existe? Il est alimenté régulièrement, et à combien est-il chiffré aujourd'hui? Le compte... Oui. C'est un fonds. Enfin, le fonds de génération future existe. Il est où? Il est à la Banque centrale. Tout le monde peut aller vérifier. Mais chacun peut aller à la Banque centrale pour aller savoir quel est le niveau actuel du fonds des générations futures. Il existe, il est régulièrement alimenté. Vous ne pouvez pas dévoiler, on ne peut pas avancer un chiffre quel qu'il soit, non? On ne vient pas à la radio pour faire du sensationnel. Vous vous réservez, monsieur le ministre, donc? Vous avez dit que le ministre a aussi l'obligation de réserve. D'accord, allons-y, on continue. Donc je parlais des générations futures. Pourquoi s'occuper des générations futures alors que les générations présentes n'ont pas? Non. Là aussi, c'est normal. Lorsqu'on pose une question, on peut mettre un peu de passion. Là aussi, restons raison gardée. On ne peut pas dire raisonnablement aujourd'hui que nous sommes les plus malheureux au monde. Prenons un exemple précis. En 1997, chacun de nous sait que le salaire de base à la fonction publique, si ma mémoire ne me trahit pas, était autour de 36 000 francs CFA. Aujourd'hui, ce jour, en janvier, le bulletin que l'on peut tirer à la direction générale du budget, celui d'entre nous qui est le moins bien payé, est autour de 100 000. Donc on ne peut pas dire que nous sommes les plus malheureux. Oui, vous me direz à côté, il y a l'inflation. C'est vrai. On ne peut pas dire aussi non plus que la situation aujourd'hui est celle d'hier. Les infrastructures qui se mettent en place, l'effort de développement qui se met en place change, qu'on le veuille ou non, notre situation. Mais vous savez, on ne pourra jamais être totalement satisfait. Même dans les pays dits développés, aujourd'hui, il se trouve une frange de personnes qui pensent que
on ne fait pas assez, ou il n'y en a pas assez. Après tout, dans ces pays, il y a des millions de chômeurs. Donc, n'exagérons rien. On n'a pas dit qu'on a tout réglé au Congo. On parle d'un paradoxe, les budgets excédentaires, mais les Congolais vivent dans des conditions difficiles, l'électricité, l'eau qui se font rares, et puis finalement beaucoup de situations, certainement vous les vivez aussi. Les ministres en charge de ces secteurs ont eu l'occasion de vous expliquer que ce n'est pas en claquant du doigt ou ce n'est pas parce qu'on a 1000 milliards qu'on peut avoir l'électricité le même jour. L'exemple que j'ai souvent pris devant les députés, d'après les maçons, une dalle, c'est 21 jours. On peut avoir 1000 milliards, on peut vouloir faire sa maison à étage, il faut nécessairement attendre 21 jours pour mettre d'autres briques au-dessus pour continuer l'étage. Donc il y a un temps pour tout. On peut investir aujourd'hui, c'est le cas, parce que nous avons peut-être multiplié par 8 nos capacités de production d'électricité. En 1997, d'après le ministre en charge de l'énergie, nous étions à moins de 100 mégawatts de production d'électricité. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 600 ou autour de 600 mégawatts d'électricité que le Congo peut produire. Lorsqu'on a eu les 600 mégawatts, on n'a pas tout réglé. Il y a le problème de réseau. Le réseau est ancien, il faut le moderniser, ça prend du temps. C'est pareil pour de l'eau. Voilà, on invitera le ministre Osibi après vous. Il donnera toutes les précisions nécessaires dont les Congolais ont besoin. Voilà, avant le pétrole, il y avait le bois. Où va l'argent du bois? Il paraît que c'est un sujet qui vous met souvent en contradiction avec le ministre Henri Nzombo. Alors, est-ce que cet argent du bois, vous le voyez? Oui, évidemment. Ça arrive au trésor, à destination? Bien sûr. Et les démêlés dont on parle souvent entre vous et votre collègue Dubois, c'est à quel niveau finalement? C'est de l'imagination. Bébel Loufilou Antoine Dolizy, dans les budgets congolais, y a-t-il des lignes destinées à aider d'autres pays en conflit ou en guerre? Si oui, à combien s'élève cette ligne pour 2014? Ça me fait sourire, vous avez bien compris, ça me fait sourire. Non, il n'est pas des lignes comme ça. Dans la loi organique, c'est-à-dire la constitution financière du pays, qui était en vigueur jusqu'en 2012, il y avait 3 catégories de dépenses, 3 principales catégories de dépenses. Les dépenses dites de fonctionnement, ou les dépenses ordinaires, les dépenses d'investissement, ou les dépenses en capital, et une 3e catégorie qui s'appelle prêts et avances. C'est en se servant de cette disposition que l'État congolais est amené à octroyer des prêts à certains pays qui le demandent. Et pour nous faire ces prêts, on revient donc à la question du futur. Pour nous faire ces prêts, au lieu d'avoir l'épargne stérilisée sur un compte qui rapporte peu d'argent, on préfère prêter. Prêter, c'est un placement pour nous à un taux d'intérêt nettement plus élevé que celui de la rémunération de l'épargne, ce qui permettrait aux générations futures de bénéficier de ces revenus du futur. Les intérêts entrent maintenant, mais le remboursement du capital entre peu à peu, ça peut s'échelonner sur 5 ans, 6 ans. Donc dans 5 ans, 6 ans, nous aurons un retour plus important. Donc vous parlez bien ça, c'est la gestion. Des prêts remboursables. Ce ne sont pas des dons, ce sont des prêts. Par contre, étant État, tout État a des obligations internationales. Lorsque, en marge du sommet de l'Union africaine, plutôt, Addis Abeba, il est demandé aux États de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC en sigle, de venir en aide à la République sœur de Centrafrique. On a demandé à chaque État de faire un effort, de verser 5 milliards qui seront répartis entre la République centrafricaine et les forces qui interviennent, les forces africaines qui interviennent en République centrafricaine. Oui. C'est un devoir de solidarité internationale. Évidemment, nous apportons notre quote-part. Les questions fusent de partout. Nous allons encore prendre d'autres réactions des citoyens. On entend, lui-même au niveau de l'Assemblée nationale, il parle qu'il a des excédents budgétaires. La question qu'on se pose, comment on peut avoir des excédents budgétaires et avoir des dettes? Vous constatez que les opérateurs économiques du Congo, chaque fois passent à la télé, organisent des rencontres, le fustigeant le ministre des Finances, parce qu'il ne paye pas les dettes. Comment, lui, il peut dire à l'Assemblée nationale qu'il a des excédents budgétaires alors qu'il doit beaucoup d'argent? En 2013, il doit plus de 325 milliards. En 2012, il devait 85 milliards. Peut-il expliquer aux Congolais pourquoi il n'arrive pas à payer ses dettes? Et d'abord, il paye 2-3 fois l'année, à partir du mois de novembre et de décembre. Donc, on ne comprend pas quel est ce pays qui a des excédents budgétaires où tout le monde pleure. Les fonctionnaires pleurent, les opérateurs économiques pleurent, les ministères pleurent. Le ministre Ondongo ne paye que les étrangers, les grands travaux. Vous allez demander à tous les opérateurs économiques, toutes les programmations qui se font au niveau du Trésor, la plupart du temps, c'est les grands travaux, que les grands travaux. Donc les étrangers. Quand on parle de grands travaux, on parle des étrangers. Alors, le ministre Ondongo doit aux opérateurs économiques. Ici, il approuve les marchés,
mais en fin d'année, ils ne les payent pas. Ça veut dire quelque part, il y a une mauvaise gouvernance, n'est-ce pas, des fonds publics. Le ministre Ondongo doit comprendre que les nouvelles procédures voudraient que du 1er le 31 décembre, l'État doit payer toutes les créances. Comment, avec cette façon de faire, on pourrait créer une classe moyenne congolaise? Donc, tous les discours que le président de la République fait sur, n'est-ce pas, l'émergence du Congo en 2025 ne sont que discours vains. Parce que, à la base, on n'encourage pas les opérateurs économiques à la croissance. Parlons des dossiers fractionnés. Les dossiers fractionnés, c'est les gestionnaires publics et les contrôleurs budgétaires qui ont apposé leur signature sur ces différents marchés. Les opérateurs économiques n'ont fait que livrer sur la base des bons de commande qui leur avaient été présentés par les gestionnaires. Donc la responsabilité de cette situation ne se repose que sur le ministre des Finances, sur le ministère des Finances, sur l'État. L'État doit payer ses créances, ne doit pas refuser, parce que depuis le début de l'année, depuis l'année passée, ils ont payé certains opérateurs économiques sur les mêmes bases. Les concerts de casseroles chaque fois chez vous là-bas, auxquels vous êtes déjà habitués, ces incompréhensions permanentes avec les opérateurs économiques. Alors, qu'est-ce qui vous oppose à ces opérateurs économiques? Qui sont-ils ces opérateurs économiques? Est-ce les vrais ou les véreux, monsieur le ministre? Comment vous les appelez et vous les qualifiez? Non, ce sont des compatriotes qui sont dans l'activité entrepreneuriale que nous devons respecter. Monsieur le journaliste, c'est très bien de me donner la possibilité de parler de cette situation. Vous la donne. Voici ce qui se passe exactement. Les fournisseurs de services, les fournisseurs de biens sont dans leur droit de réclamer le paiement de leurs créances, parce qu'ils ont des créances vis-à-vis de l'État. Mais il faudrait que ces créances soient justifiées. Ce qui s'est passé, comme vous l'indiquez si bien, dans notre rôle de régulation, on regarde les instances de paiement qui sont au Trésor. Et celui qui vous parle regardait personnellement, son attention a été attirée par le fait que la même dépense était payée plusieurs fois. Je vois par exemple acquisition du mobilier, 10 fois, 12 fois, pour le même ministère. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et bien plus, à côté, le montant c'était 9 999 999, donc moins 1 franc pour ne pas arriver à 10 millions. Pourquoi ne pas arriver à 10 millions? Parce qu'à 10 millions, ça ne peut plus être un bon de commande du ministre. Ça doit être un marché approuvé par le ministre des Finances. Au-dessus de 10 millions, ou à 10 millions et plus, jusqu'à 2 milliards, ce sont des marchés approuvés par le ministre des Finances. De 2 milliards et plus, ce sont des marchés approuvés par le président de la République. Et là, j'ai réalisé qu'on a voulu éviter l'approbation des marchés par le ministre des Finances, Anguille Souroche. Et c'est contraire au Code des marchés publics. Et donc, on a fractionné le marché, on a mis le marché en plusieurs fractions, évitant ainsi de passer par l'approbation, donc se montrant ainsi en opposition aux règles qui régissent les finances publiques. Et en ce moment, on parle des dossiers fractionnés. Des marchés fractionnés. fractionnés. Oui. Mais est-ce que, dans un pays sérieux, on peut se permettre de donner suite à la transgression des lois? Certainement pas. Ça, c'est ce qui a été bien expliqué aux opérateurs. On leur a dit, et le Conseil de ministres s'est prononcé, on ne paiera pas des marchés fractionnés. C'est comme si on donnait une prime à ceux qui ne respectent pas les lois de la République. Ça, c'est un fait. Par ailleurs, il se trouve que notre chaîne La Dépense, dans ce décret, il y a des délais. Les délais disent, le dossier, lorsqu'il arrive pour être engagé, pour engager la dépense, doit être 5 jours. Liquider la dépense, calculer la dépense, c'est 5 jours. Faire le mandat, c'est 5 jours. Prendre en charge le mandat au niveau du Trésor public, c'est 3 jours. Mais pour payer un mandat, le Trésor a 90 jours. Ça, c'est la réglementation. Bien respecté aussi. À respecter. D'accord. Lorsque nous recevons un mandat en novembre, en décembre, si l'on doit observer les règles de 90 jours, vous comprenez bien que entre octobre et fin décembre, au-delà du 5 octobre et fin décembre, il n'y a pas les 90 jours. Nous devons faire l'effort de payer toutes les créances. Mais lorsque on a quelques tensions de trésorerie, on ne peut pas les payer. Évidemment, on ne peut pas les payer, c'est un constat. Pour le cas présent, concernant ces opérateurs économiques que vous connaissez bien, alors qu'est-ce qui se passe-t-il? Combien ont été payés? Combien reste à payer? Il y a quel problème avec eux? Parce qu'apparemment, il y a un contentieux qui ne dit pas son nom. J'étais en train de vous expliquer, séparant les deux branches. La première, c'est le faux. Un ministre ne peut pas venir dire à la radio « j'encourage le faux, je vais payer le faux ». Ça ne se fait pas. La deuxième, on s'est rendu compte que parmi les mandats qui ne sont pas payés au 31 décembre, certains sont des vrais mandats parce que les opérateurs, comme vous les appelez, les entrepreneurs comme je les appelle, ont livré la marchandise ou ont
fourni des services à l'administration publique. Sur la base des procès-verbaux de réception que vous avez. Nous avons mis en place une commission qui est partie s'assurer de la réalité des biens fournis ou de la réalité des services qui ont été fournis à l'administration. Et lorsque c'était une commission tripartite, la réalité a été constatée. Évidemment, l'État a payé. L'État a payé sur cette base. Un peu plus, presque 15 milliards de francs CFA ont été payés aux opérateurs économiques. Aujourd'hui, d'après ce que je sais, première revendication, payez-nous aussi les marchés fractionnés. Mais non. Comment un État peut comme ça délibérément violer ses propres règles? Donc ceux qui font le tintamarre, c'est ceux-là qui sont dans cette catégorie. Payez-nous les marchés fractionnés. Deuxième chose, et nous le reproche, pourquoi avez-vous retourné les mandats qui étaient déjà au Trésor au budget, les mandats de 2013? On vous explique. Le budget, c'est un principe cardinal et annuel. Donc 2013, c'est du 1er janvier au 31 décembre 2013. Au-delà, il n'y a pas de crédit pour faire face à ces dépenses. Qu'est-ce qui a été fait? Comme nous avons pris le choix, depuis que nous avons accédé à l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE, nous avons dit on ne fait plus l'accumulation des arriérés. Lorsque arrive le 31 décembre, que les mandats ne sont pas payés, nous les retournons au budget, qui les annule et les réengage automatiquement sur l'année suivante. Pour un contrôle éventuel, et ça prend encore du temps. Il n'y a pas de contrôle. Les mandats sont simplement réengagés. Et c'est le cas. Au moment où je vous parle, les mandats sont réengagés. Beaucoup sont arrivés au Trésor et comme il faut un temps pour réengager les mandats, nous allons réengager tous les mandats qui ont donné lieu à la fourniture des biens, qui ont donné lieu à des prestations de services, qui vont repartir au Trésor pour paiement et ces paiements viendront en déduction des sommes inscrites dans le budget 2014. Donc il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure. On n'a pas rejeté les dépenses de 2013. Alors, les dossiers fractionnés, je ne sais pas comment vous les appelez. Les marchés fractionnés. Alors, et pourtant, dans la chaîne, nous avons 3 interventions ou bien 3 intervenants. Il y a l'administration de crédit, le gestionnaire, il y a le service bénéficiaire, le représentant, et aussi le délégué de contrôle budgétaire. Alors, pourquoi vous attaquez-vous aux opérateurs économiques? Certainement, ils ont dû bénéficier de certaines complicités de quelques cadres qui vous entourent là-bas au contrôle budgétaire. Vous faites bien de poser la question. Oui. Nous avons commencé par eux, par les délégués du contrôle budgétaire. Que vous avez rappelé. À la minute où je vous parle, il n'y a plus de délégués de contrôle budgétaire dans les ministères ou dans les institutions de la République. Nous avons constaté qu'ils ont failli. Ils n'ont pas rempli leur mission correctement. Parce que s'ils avaient rempli leur mission correctement... Et pourtant, c'est vous qui les avez nommés. Aucun marché. Mais on nomme, on n'est pas dans le cerveau des gens. Nous avons des fonctionnaires, on leur fait confiance, on leur donne des missions. Ils vous ont dessus finalement. Ils ont été sanctionnés. Alors là, vous êtes donc face aux auditeurs. Qu'est-ce que vous dites à ces opérateurs qui attendent leur créance? Je vous ai dit que ceux qui étaient dans leurs droits, ils ont été en tous 2012, payés. ont été tous payés. Ceux qui sont dans le faux, ils ne peuvent pas attendre d'un gouvernement sérieux qui les suive dans le faux. C'est dit du ministre des Finances. Je leur ai même dit, si, comme il est établi que c'est dans le faux, oui. ce sont des marchés qui ont été fractionnés, repartez simplement vers le ministère pour que le marché soit ressoudé. Et si les biens ont été livrés, une fois le marché ressoudé, évidemment, nous paierons. Parce qu'il y a la mention service fait. Mais bien sûr, le marché doit être ressoudé, il sera approuvé par nous-mêmes et nous paierons. Nous ne sommes pas un État voyou. D'accord, message compris. Nous allons encore prendre quelques réactions des auditeurs. On me fait signe qu'il y a un auditeur au bout de fil. Oui, je suis M. Antoine. Je vous appelle quartier Saguenay. Oui. Monsieur le ministre, dites-moi si vos prédécesseurs vous ont laissé en charge le dossier d'Umberto Brada. Semble-t-il que l'État avait accepté de rembourser le dû de tous les sociétaires. Si oui, à quand le remboursement de cet argent? Voilà, c'était tout. Merci. Voilà, merci monsieur. Un autre problème qui vous rattrape toujours, l'affaire dite Umberto Brada. Alors, où en êtes-vous avec un vieux dossier? Merci, monsieur le journaliste. Là aussi, permettez que je dise en 2 mots ce qu'il en est. Chers auditeurs, voici ce qu'il en est exactement avec l'affaire Umberto Brada. Umberto Brada est venu s'installer au Congo, non pas comme un établissement financier, non pas comme une institution financière, mais comme une simple société commerciale qui avait son numéro de registre du commerce. Et les commerçants savent de quoi je parle. Étant société commerciale, qui était dans l'import-export apparemment, qui vendait, dit-on, du ciment, il s'est détourné de ses activités originales pour se retrouver dans le commerce de l'argent. C'est comme ça qu'il a proposé aux gens de prendre leur épargne et de le rémunérer. Ils n'en avaient pas le droit. Et c'était beaucoup applaudi par la population. Ils n'en avaient pas le droit parce que ne peuvent collecter l'épargne des citoyens que des institutions financières agréées
par notre gendarme commun de la sous-région, la COBAC, la Commission bancaire d'Afrique centrale. Et lorsque la Commission bancaire d'Afrique centrale est au courant de ce qu'une société qui n'est pas institution financière agréée collecte de l'épargne et procède à la rémunération de l'épargne, elle saisit les autorités congolaises. Vous dites qu'il y a problème chez vous. Il y a un problème grave. Les autorités enquêtent, se rendent compte, oui, il y a une société qui est en train de... À ce moment-là, la commission bancaire intervient pour dire non, vous n'avez pas le droit. En Afrique centrale, on n'a pas le droit de collecter l'épargne, de servir des intérêts pour rémunérer l'épargne, si on n'est pas agréé par la commission bancaire d'Afrique centrale. Alors, ça a été fait aujourd'hui, nous sommes à l'heure de conséquences. Qui doit supporter tout ça? C'est l'État congolais? Non. Parce qu'entre-temps, c'est l'État qui avait failli. Non, oui. non et non. Je dis non, non et non. L'État n'a pas à s'immiscer dans les affaires d'une société avec ses clients. L'État n'a pas à s'ingérer dans les affaires d'une société avec ses clients. L'engagement a été pris par vos prédécesseurs, non? Aucun ministre des Finances n'a jamais pris l'engagement de rembourser. L'État n'a pas à s'ingérer dans des affaires qui ne le regardent pas du tout. Dans la circonstance, ce ne sont pas des affaires d'État. Nous avons nos affaires à nous. Nous avions des banques qui sont tombées en faillite. Nous nous attelons à rembourser l'épargne de ceux qui avaient déposé l'argent à la BCC, à l'UCB, à la BNDC. C'était des banques de l'État. Voilà qui est clairement dit. Encore un autre auditeur au bout de fil. Monsieur Tagnon Jacques Brel. Oui. Monsieur le ministre, les retraités, comme malheureusement vous semblez l'ignorer, ont rendu de loyaux et indéniables services à l'État congolais. Cependant, vous demeurez indifférent quant à leur situation sociale. En témoigne le non-paiement de leur arriérage et arriéré, la non-prise en compte de la révision de la pension des retraités ayant bénéficié des avancements postérieurs à la cession de la pension. Le long circuit dans l'obtention du certificat de cessation de paiement à la solde. Il y a ceux qui l'attendent pendant 6 mois et plus. La difficulté à percevoir l'indemnité de fin de carrière. J'ai un frère qui réside à Pointe-Noire, retraité depuis décembre 1998, mais qui n'a jamais perçu la suspension de frais d'inhumation pour le retraité décédé. Question. L'automatisation de la pension est une réalité ou un leurre? Les retraités, ce pas sans venin, doivent-ils aussi faire grève pour avoir les solutions à leur situation sociale? Cette mauvaise manière de gérer, augmentant ainsi la dette intérieure de l'État, n'est-elle pas de nature à créer un jour un malaise social généralisé? Je vous en remercie. Voilà, merci monsieur. L'automatisation de la retraite, il paraît que là, vous avez confié toutes les charges à la seule CREF qui doit supporter tout ce qui est lié à la retraite automatique. C'est la caisse de retraite des fonctionnaires, c'est elle qui gère la pension des fonctionnaires, c'est sa vocation. Recommençons un peu, prenons les choses au départ. On ne peut pas nous accuser d'être indifférents vis-à-vis des retraités. Non, c'est faux. Pas surtout le ministre qui parle, parce que je suis resté 5 ans ministre de la Sécurité sociale, entre autres. Les retraités se souviendront que, sous la très haute impulsion du président Sassou Nguesso, nous avons régularisé le paiement de la pension, aussi bien à la Caisse nationale de sécurité sociale qu'à la CREF. Et les retraités savent bien quel était leur nom avant l'arrivée du président Denis Sassou Nguesso. On les appelait les maltraités. Lorsqu'ils se présentaient au Trésor, je reste enseignant à l'université, je passais par là, je voyais comment ils étaient traités. C'était, entre guillemets, les nyala-nyala qui les pourchassaient, arrosés. Les pauvres, certains tombaient. Oui, ça n'a plus jamais été la situation n'a pas changé, elle est demeurée la même. Ah parce non, que aujourd'hui, ils attendent leurs arriérages que vous avez du mal à payer. Désolé, monsieur le journaliste, oui. La situation a complètement changé. Je peux manquer de modestie en affirmant que la situation a complètement changé. Mais ça ne suffit pas, il y a encore des efforts à faire. Chaque trimestre, les pensionnés de la CNCS reçoivent régulièrement leur pension. Chaque mois, les pensionnés de la CREF reçoivent leur pension. Il reste la question des arriérés, c'est-à-dire la gestion du passé. Maintenant que nous gérons bien le présent, on a pensé aussi au passé. Les arriérés qui étaient liés au salaire des fonctionnaires non payés, parce que la retraite est derrière le salaire. Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui paient la retraite pour ceux qui sont partis hier. Lorsque nous avons entrepris, le président de la République a entrepris de payer les arriérés, les 23 mois, je crois, d'arriérés de salaire, en même temps, on a payé la retraite. Les arriérages. Techniquement, c'est ce que ça veut dire. On est parti à la retraite en 2000.
on a commencé à toucher sa première retraite en 2008. Donc entre 2000 et 2008, on n'a pas eu de retraite, ça s'appelle l'arrérage. On vous a oublié. Ça fait partie de la gestion du passé. Nous faisons des efforts. De temps à autre, le président de la République décide, bon, on verse 2 mois d'arrérage. On verse tel mois d'arriéré. C'est ce qui se fait. Mais tout ne peut pas se faire en un seul jour, ni en une seule fois. Mais dire que les retraités d'aujourd'hui sont dans la même situation que les retraités d'hier, c'est complètement faux et ça peut être même choquant. Complètement faux. Jacques Nzassi, la Pointe-Noire, il y a un souci de gestion à la CREF et à propos, vous avez lors de votre interpellation au Sénat émis le vœu que soient renvoyés sur le banc de l'école les gestionnaires de la CREF pour aller y suivre les cours de bons gestionnaires. Le ministre Florent Tchiba, qui s'est pris pour une chèvre, a vu en votre réquisitoire les paroles malicieuses d'une panthère qui veut le mettre à mort. Alors, conséquence, il a récusé votre réquisitoire en ces termes. Je le cite, profondément meurtri par une accusation gravissime, je suggère, sinon je revendique ardemment, une enquête parlementaire objective, non partisane sur ce dossier sensible. Jusqu'aujourd'hui, cette enquête parlementaire n'a pas vu le jour. Qui a intérêt à bloquer la signature de l'acte de naissance de cette commission parlementaire qui permettra la manifestation de la vérité sur un sujet qui est déjà sur la place publique, monsieur le ministre d'État Gilbert Ondongo? Nous n'avons jamais dit, on ne fera jamais. Dit que une sorte d'empoignade verbale devant les sages au Sénat là-bas. Il paraît que ça s'est passé devant les caméras et les micros des radios. Vous êtes vous-même à la radio, vous regardez la télé, il n'y a jamais eu d'empoignade entre deux ministres d'État. Non, attendez, je vais aller... Vous avez parlé de malversation à la CREF. Nous n'avons jamais dit que les gestionnaires de la CREF doivent repartir à l'école. Non, nous avons fait un constat à la suite d'une inspection générale des finances, qui est parti pour constater que si l'on respectait les normes de gestion, il n'y aurait peut-être pas les mêmes problèmes à la CREF. On n'avait jamais fait état de malversation. Je n'ai pas parlé de malversation. J'ai simplement, nous avons mis d'un côté les recettes et de l'autre les dépenses pour constater que les recettes devaient permettre d'effectuer les dépenses. Mais nullement, il n'a été question d'accuser un ministre. Lorsque l'on parle de la caisse de retraite de fonctionnaires, qui est une institution, qui est un organe, mais un ministre ne doit pas se sentir visé. Lorsqu'on parle du trésor public, le ministre des Finances ne doit pas penser que c'est une injure qui est faite contre lui. S'il y a des mauvaises pratiques au trésor public, je dois en être conscient et travailler à les corriger. S'il y a des mauvaises pratiques au niveau de la CREF, nous devons en être conscients et travailler à les corriger. On peut se sentir gêné quand même quand on est indexé par un collègue membre du gouvernement. Non, on a un collègue... Un peu de façon intelligente. Même pas. Le collègue membre du gouvernement n'a jamais pensé à indexer un ministre d'État. Non, certainement pas. Un autre auditeur au bout de fil. Je voudrais poser 2 questions là. Oui, allez-y, rapidement. Monsieur Tchikaya, Mavungu Parfait. Oui. Je vous appelle depuis Yanga, dans le district de Madingoka et département du Kwilu. Voilà, allez-y. La première question à monsieur le ministre, c'est celle de savoir à quand le paiement de la totalité des arriérés de salaire des agents de la Socorem, entreprise liquidée. La deuxième question, c'est celle de savoir aussi à quand le début de paiement des arriérés de pension des retraités de la CNSS. Voilà mes 2 questions, s'il vous plaît. Voilà, merci monsieur. Une autre situation épineuse, les entreprises liquidées, les droits des travailleurs. Alors, on parle de Socorem, mais il y a aussi l'ATC, graissement des dents à Hydro-Congo et à Sotesco. Alors, autant de situations, monsieur le ministre, auxquelles vous devez faire face. Quel est votre niveau d'implication à ce stade-là? Total, parce qu'il... C'est de la charge du ministère des Finances de s'occuper des droits des anciens travailleurs des entreprises liquidées. Socorem, je n'ai pas sous les yeux les dossiers. Je pense que l'auditeur sera agréablement surpris. Nous avons pris des précautions pour que l'on finisse de traiter les droits de Socorem. Donc, il sera agréablement surpris. Quoi qu'il en soit, nous en faisons notre problème. Je ne pense pas qu'on irait en fin du mois de mars sans que les droits de Socorem soient totalement réglés. Et on a parlé également de la CNSS. L'arriéré CNSS. Comprenons-nous très bien. Oui, l'État doit être responsable de tout. Doit être responsable de tout ce qui est dans sa sphère de compétences. Il doit toujours assumer, mais pas toujours. Dans sa sphère de compétences. La Caisse nationale de sécurité sociale est une caisse des entreprises privées. C'est une caisse des entreprises privées. Ce sont les patrons des entreprises privées et les travailleurs des entreprises privées qui cotisent à cette caisse.
Le conseil d'administration aujourd'hui est présidé, si ma mémoire ne me trahit pas, par le président du patronat, Unicongo. Donc ce n'est pas l'État. C'est vrai, c'est un établissement qui rend un service public. C'est même un établissement public à caractère administratif. Mais sauf qu'à l'intérieur, c'est une gestion privée. En dépit de cela, nous avons l'État, dans sa responsabilité sociale, à estimer qu'il était injuste de ne payer que des arriérés des fonctionnaires, des retraités de la CREF, et de ne pas payer des arriérés de la SNCF, même si c'est de la sphère privée. Si ma mémoire là aussi ne me trahit pas, je pense que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, l'État a versé exceptionnellement une subvention à la SNCF pour lui permettre de prendre 2 trimestres d'arriérés, ce qui a été fait. 2 trimestres d'arriérés ont été versés. C'était donc un véritable coup de pouce. Absolument. Et nous n'allons pas nous arrêter. Chaque fois que les liquidités nous le permettront, les disponibilités financières nous le permettront, nous allons continuer d'avoir ce regard social, parce que l'État a aussi un devoir de solidarité vis-à-vis de tous les citoyens du Congo. À propos de ces arriérés des retraités à la CCA, il paraît qu'il y aurait problème. Monsieur Awa nous apprend ici que là-bas, il y aurait des prélèvements de 30% ou 40% à la CCA. Est-ce que le ministre en est informé? Et ça se passe là-bas au vu au sud des cadres de cette structure. Il paraît qu'il y a des réseaux qui se sont constitués là-bas et dont certainement vous êtes informé. Monsieur le journaliste, je suis tout aise pour vous dire qu'aujourd'hui ce n'est plus possible. Pourquoi ce n'est plus possible? Justement... Mais les faits sont là. Je vous dis mot, monsieur le journaliste. Prenez simplement le temps de m'écouter, vous verrez. D'accord. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Pourquoi cela n'est plus possible? Tout simplement, dans notre souci de gestion saine, il est interdit de payer de main en main à la Caisse congolaise d'amortissement désormais. Plus un paiement n'a lieu de main en main. Lorsque nous avons à régler les droits des anciens travailleurs, nous donnons instruction au Trésor public qui procède à un virement en banque et les gens vont chacun individuellement percevoir leurs droits directement en banque. Sauf si les agents de la CCA doivent se poster devant les banques pour demander à ces anciens travailleurs, lorsqu'ils ont perçu leurs droits, de leur reverser 30 ou 40%. C'est inimaginable. Je ne sais pas si la pratique a eu lieu hier, mais aujourd'hui, c'est totalement impossible. Monsieur Adjosa Owando, il a été institué une taxe d'occupation de locaux dans la loi des finances 2014. On a l'impression que vous avez fait du copier-coller sans tenir compte de la réalité congolaise. Comment va-t-elle s'appliquer cette taxe? Uniquement sur les logements de l'État ou sur tous les logements? D'où vous est venue une telle inspiration au moment où vous clamez haut et fort que le pays a l'argent? C'est une mesure impopulaire. Vous n'avez qu'à aller chercher l'argent ailleurs, monsieur le ministre. Vous parlez cet auditeur de Wando. L'État a son argent à travers les impôts et les taxes. La première source d'argent d'un État, ce sont les impôts et les taxes. C'est valable dans tous les pays du monde. Nous avons, nous, la chance de disposer des ressources naturelles. Et même l'argent qui vient de ces ressources naturelles vient à travers les impôts et les taxes, ou plutôt des concessions, une façon de faire payer les entreprises qui extraient notre richesse. Et donc, vous avez intérêt à sensibiliser l'opinion, à comprendre J'en viens. Parce que même le directeur général des impôts que nous avons invité ici, excusez-moi monsieur le ministre, nous a fait faux bon. C'était un bon moment certainement pour aider les gens à comprendre les motivations de cette taxe. Le directeur général des impôts viendra vous expliquer avec tous les détails le contenu de cette taxe. Mais je vais vous en dire 2 mots. La première chose, quelle est l'inspiration? Non, simple. L'inspiration tient en 2 branches. La première, il y avait dans ce pays, jusque récemment, la taxe d'habitation. Cette taxe d'habitation a été remplacée par la taxe d'occupation des locaux, simplement. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé dans ce pays qui s'appelait la taxe d'habitation. Deuxième chose, nous avons estimé que les collectivités locales ont besoin des ressources. La taxe d'occupation des locaux est une taxe collectée par l'État, mais entièrement reversée aux collectivités locales. Dans le cas de Brazzaville, la taxe est collectée par les impôts et entièrement reversée à la ville de Brazzaville. Comment ça se passe? Simple. Aujourd'hui, monsieur Lassavane. Oui, monsieur le ministre. Dans votre quartier, vous avez des ordures devant votre domicile. Et généralement, vous avez recours au service, le mot n'est pas français, les auditeurs comprendront, et je serai très bien compris, j'imagine. Nous avons recours au service du pousse-pousseur. Lui vient prendre des ordures devant notre parcelle et nous donnons de l'argent. C'est sur cette base
que nous sommes arrivés à arrêter un montant pour la taxe d'occupation des locaux. Nous avons séparé le centre-ville, pour une ville comme Brazzaville, le centre-ville des quartiers périphériques. Au centre-ville, nous avons dit, par mois, les locaux à usage d'habitation paieront 5 000 francs par mois. 12 mois, 60 000 francs CFA. Je sais, tout le monde imagine très bien où je réside. Tout le monde imagine très bien où je réside, disais-je. Le pousse-pousseur qui vient devant chez moi, en un mois, je ne paye pas moins de 5 000 francs CFA. C'est faux. Par course, c'est 2 000, 1 000, peut-être même 5 000 la course. Et s'il passe 15 francs dans le mois, fois 2 000, on est à 30 000. Dans le cadre de la taxe d'occupation des locaux, c'est 5 000 francs CFA par mois. Une année, 60 000. Dans les quartiers périphériques, c'est 1 000 francs CFA par mois. Une année, 12 000. Dans les quartiers périphériques, nous précisons, ne sont assujettis dans un premier temps à cette taxe que les gens qui sont sur les avenues, les rues, desservis par les services de la mairie. Lorsque la mairie, et la mairie aujourd'hui dispose des bennes à ordures, dispose des chargeurs pour ramasser les ordures. Oui, mais qui ont du mal à rendre la ville propre, malheureusement. Laissez-les travailler. Nous, Congolais, nous sommes impatients de nature. Pendant combien de temps Donnons-leur la possibilité de s'organiser au mieux pour rendre notre ville propre et ils commencent à faire, encourageons-les pour qu'ils fassent davantage. Donc, dans les quartiers périphériques, desservis par les services de la mairie, oui, la taxe est prélevée. Mais si on est dans une rue qui est inaccessible, les services de la mairie ne passent pas, on ne payera pas la taxe d'occupation des locaux. Toujours concernant les charges qui vous incombent là-bas, en tant qu'État, pas vous personnellement, il y a aussi cette affaire d'expropriation à Kintélé, à Impo Manyanga. M. Claude Médard vous demande, alors, Monsieur le ministre, comment allez-vous faire pour payer tout cet argent à ces citoyens qui attendent toujours? Et quelle assurance pouvez-vous leur donner ce soir pour un éventuel paiement? Peut-être qu'il se fera d'ici là. Monsieur le journaliste, ils sont un peu impatients. Monsieur Lassavane, l'assurance ne viendra même pas de moi. L'assurance vient de la Constitution. De la Constitution. Qui dit quoi? La loi fondamentale qui dit quoi à propos? Veut que lorsqu'on est exproprié, on doit être indemnisé à juste compensation. La Constitution nous fait obligation, lorsqu'on doit exproprier quelqu'un, il faudrait que cette personne soit indemnisée dans des proportions justes. Si je suis dans un terrain qui vaut 4 millions, si je suis exproprié, on doit être capable de me payer mais 4 millions. C'est la moindre des choses. Ça, c'est la loi fondamentale. Donc, nous, exécutifs, on ne peut que respecter la loi fondamentale. À Kintélé, il y a deux situations. La première, là où se construit aujourd'hui l'université Denis Sassou Nguesso, on a comptabilisé, les expropriations sont en cours. Certains sont déjà payés, d'autres sont en cours de paiement. Certains, je disais, propriétaires ont déjà reçu de l'argent et d'autres attendent de recevoir de l'argent dans les prochains jours. La situation la plus difficile, c'est là où se construit le stade. Là où se construit le stade, j'en parlais encore ce matin avec le ministre en charge de l'aménagement du territoire. Et la difficulté, c'est laquelle? La délégation générale aux grands travaux, la difficulté est la suivante. Les gens qui réclament l'expropriation sont plus nombreux que les parcelles. Comprenez? J'imagine. Encore une magouille. Oui. Et oui. Il y a des gens qui se sont infiltrés là-dedans. Mais l'incivisme, comme toujours. Les propriétaires de parcelles, pour un exemple simple, il y a 200 parcelles. Il doit y avoir 200 propriétaires ou moins. Il se trouve que pour 200 parcelles, il y a 244 propriétaires. Parce qu'en amont, il devrait y avoir une enquête parcellaire. Mais le ministère en charge de l'aménagement du territoire et la délégation générale aux grands travaux a sorti la carte, a dit, voici la carte. Vous, propriétaires terriens, vous, propriétaires de parcelles, voici la carte, voici les parcelles. Chacun doit dire où est sa parcelle et on met le nom. Depuis décembre, la carte est entre leurs mains. Le ministère en charge de l'aménagement du territoire et la délégation générale aux grands travaux attendent toujours le retour de carte. Ils ne sont pas capables de s'accorder. Il s'agit de ça, simplement. Et vous attendez? Nous attendons, sagement. L'indice 300 accordé à certains, comme à la santé, directement, et pour les autres, on a échelonné sur 4 ans. La décision vient de vous? La décision vient du gouvernement, mais elle est recommandée par le Comité national du dialogue social. Le gouvernement s'est retrouvé avec les syndicats, aussi bien des employeurs que des employés, pour discuter de l'évolution des salaires de la fonction publique. Le gouvernement a eu les cartes sur la table, a dit aux syndicats, voici la situation, voici ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous en dites? Les syndicats se sont montrés très responsables. Ils ont pris connaissance des documents, ils ont pris connaissance de l'évolution de la masse salariale. Ils ont dit, plutôt que le courir de risque d'avoir des salaires impayés, nous acceptons de suivre la marche que vous nous proposez, c'est raisonnable, c'est de la responsabilité.
Les syndicats se sont montrés très responsables. Donc ils n'ont pas subi votre influence? Pas du tout. Ils se sont montrés responsables. Et nous avons applaudi. Et du fait de l'arrangement de certaines situations au sein de la fonction publique, on passe de 248 en 2012 à 324 milliards. Et si on était parti directement à 300, on aurait fait exploser la masse salariale. À ce qui le statut a été accordé, comme à la santé, là-bas, il paraît qu'il manque des tests d'application. Les primes de ce statut ne passent pas. Pourquoi, monsieur le ministre? La question de Nazer Essié et d'Adou Marus Doyo. Puis je me permets d'affirmer avec certitude que c'est faux. Étant ministre du Travail, nous avons traité des primes de la santé. Je menais la négociation. C'est en 2008 que nous avons amélioré les primes au niveau de... Avant le statut. Avant le statut, en 2008. En 2013, puisque une partie, par exemple l'université, avait un statut assez amélioré, après des discussions, rendant compte, tous les fonctionnaires sont importants. Mais nous sommes tous d'accord que la santé, d'abord, tous comme nous sommes, y compris ceux qui veulent avoir le même niveau que la santé, savent que c'est un corps particulier, c'est un corps à part, avec des exigences qui ne sont pas celles des fonctionnaires du ministère des Finances, par exemple. C'est souvent les enseignants qui perturbent vos nus. Là-bas aussi, on parle des rappels de soldes. Laissez-moi aller au bout de la santé. Donc, les primes qui ont été mises en place en 2008 sont régulièrement payées sur leur bulletin. On a amélioré leur statut. En 2013, ils ont un nouveau statut qui est en cours. On essaie de faire la même chose pour l'ensemble des fonctionnaires, mais en leur disant « allons-y pas à pas pour ne pas avoir à brûler la maison ». Nous ne faisons pas la politique de la terre brûlée. Donc, nous on fait aujourd'hui. Demain, si d'autres ne peuvent pas payer, c'est leur affaire, on s'en fout. Non, ce n'est pas comme ça qu'on gère l'État. Ce n'est pas de la responsabilité. Donc, en matière de règlement des questions de santé, nous avons fait ce qu'il y avait à faire. On ne peut pas dire que les primes... Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que certains syndicats, j'imagine, ou certains personnels veulent des nouvelles primes. La proposition nous a été apportée au ministère des Finances. J'ai pu compter une demande de prime de 25 primes et indemnités. On leur a dit, nous restons, regardez. Nous allons avoir des réunions avec le ministère de la Santé pour regarder s'il y a lieu d'améliorer les primes et les indemnités qui avaient été déjà traitées ou améliorées en 2008. Nous allons examiner. Voilà, le temps court vite. Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Les rappels d'activités qui ne sont payés qu'aux enseignants, se plaint M. Joseph Mbissi de Kinkala. Là, il y a confusion. Pour ce qui concerne les enseignants, c'était leur statut. Ils ont été admis à la fonction publique, ou presque, avec un statut pas clair. On a dit d'eux, parce qu'il y avait des contraintes avec les institutions de Bretton Woods, on a dit d'eux, vous êtes des fonctionnaires sans être fonctionnaires. Vous êtes des fonctionnaires, on ne vous paye pas un salaire, mais on vous paye la bourse. Vous travaillez sans percevoir le salaire que vous méritez. Nous étions sous ce qu'on appelle réellement l'austérité. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, qui est un effort de bonne gestion des finances publiques. Ça n'a rien à voir avec l'austérité. Lorsqu'on est revenu à meilleure fortune, que ses compatriotes disent « nous avons travaillé 10 ans, nous avons travaillé 8 ans, sans être payés comme fonctionnaires, nous étions payés comme des stagiaires, nous étions payés comme des étudiants boursiers. Oui. Aujourd'hui, rétablissez-nous dans nos droits. » C'est ce que nous faisons. Mais ce n'est pas le cas des autres fonctionnaires. Les autres fonctionnaires n'ont jamais été des appelés volontaires. Certainement parler des rappels d'avancement et d'autopromotion qui ont été suspendus là-bas au niveau des finances. Non. S'il s'agit de ça, non. Il se trouve que dans ce pays, nous avons connu une diminution de nos salaires de 27,5%. Le président a bien fait de nous rétablir les 27,5%. Nous, dans ce pays, on avançait sans effet financier. Le président a bien fait de lever cette mesure. On avance avec effet financier. Pour toutes ces nouvelles situations, il y a des rattrapages. Ceux qui apportent leur dossier sont payés sans distinction. On ne paye pas qu'aux enseignants, non. On paye à tous ceux qui apportent des dossiers en règle, leur rappel d'activité s'il s'agit de cela. Pour terminer, nous allons prendre ce dernier auditeur. Je suis un élément de la force publique, mais je me rends compte que nous sommes comme persécutés par le ministre Ndongo. Et moi qui vous parle, j'ai été en stage à Gamoma et mon salaire de septembre 2011 n'est pas encore payé. Il a été reversé au Trésor, on m'a demandé que mon administration écrive et depuis mars 2012, que les dossiers sont arrivés à l'inspection générale des finances. Juste alors, on nous fait tourner en rang. C'est notre salaire. Vous voyez ce que ça a créé à la veille de la rentrée, vous n'avez pas le salaire. Pour cause, nous sommes allés en stage. Parmi ceux qui étaient avec moi en stage, et le mois passé, vous êtes au courant qu'il y a près de 2000 salaires de militaires qu'on a suspendus. Il n'y a pas de motif. Puis c'est à ceux qui travaillent normalement.
Je peux vous donner le collègue des officiers qui étaient avec moi en formation, qui travaillent et qui arrivent en banque et ils n'ont pas de salaire. Julien Touba Dolizy, monsieur le ministre, je voulais savoir pourquoi tant de contrôles au ministère des Finances et souvent on ne contrôle que les mêmes qui ont déjà été contrôlés. Et parfois sans motif établi, les salaires des gens sont suspendus. N'est-ce pas une façon de troubler la paix sociale? Alors concernant les militaires, les éléments de la force publique, souvent les démêlés, que se passe-t-il, les salaires suspendus? De façon générale, qui dit bonne gestion, dit contrôle. Nous voulons nous assurer que l'État ne verse pas des salaires à ceux qui ne les méritent pas. Pour ce qui concerne, on a parlé de 2000 militaires dont les salaires seraient suspendus, c'est si simple. Le bruit court la rue, on entend parler de ça. C'est pas un bruit qui court la rue, c'est une réalité. La force publique a fait sa revue générale des effectifs. La police, les forces armées congolaises, la gendarmerie, j'allais dire vulgairement, se sont comptés. On a pris le soin de compter les leurs. Nous sommes combien? Après ce pointage, les résultats nous ont été transmis. Ils nous ont transmis les résultats avec une liste des personnes qui ne se sont jamais présentées au contrôle. Et donc, sont des faux. C'est sur cette base que nous avons pris des mesures conservatoires pour suspendre les salaires. Maintenant, le travail humain peut être entaché d'erreurs. C'est aux personnes concernées de venir dire « En ce qui me concerne, il y a erreur. Je suis à tel endroit, je travaille à tel endroit, voici les preuves. » Nous reconnaissons si l'erreur est établie. Nous reconnaissons. Donc, réparation. Il y a forcément réparation. En accord, bien sûr, avec la force publique. C'est la force publique qui a fait un recensement, qui nous a transmis les résultats du recensement. Sur la base de ces résultats, nous avons opéré des suspensions pour les personnes qui n'étaient pas du tout présentes au contrôle. Pourquoi les contrôles régulièrement? Mais tant que nous gérerons les finances publiques, c'est normal. Vous en faites un peu trop. Non, certainement pas. Chaque franc de l'État doit être dépensé à bon escient. Aucun franc de l'État ne devrait être jeté sous prétexte qu'on fait trop de contrôles. Nous veillons à ne pas troubler la paix sociale. Ne pas troubler la paix sociale, c'est assurer régulièrement les salaires de ceux qui travaillent chaque fin du mois. C'est le cas. Nous veillons à améliorer cette rémunération. Vous voyez bien qu'on passera de 200 à 300, même si c'est par étapes. Alors, les retards constatés dans le processus d'intégration, beaucoup d'arrêtés, décrets sont bloqués chez vous là-bas. Alors, et pourquoi? Tout ça, toujours, c'est votre nom qui est cité. Et vous en êtes toujours responsable, c'est ce qui s'est dit. C'est normal lorsqu'on gère... la question de Ghislain. Lorsqu'on gère les finances publiques, on gère la finance pour l'ensemble de la collectivité, certains qui ne trouvent pas leur compte pensent qu'ils sont injustement punis. Et puis, c'est normal qu'ils se plaignent. Non, nous ne nous organisons pas un blocage à notre niveau, certainement pas. Et pour finir, monsieur le ministre Nkoa Alphonse Dolizy, je vais prendre cette question. Vous avez fait adopter un nouvel organigramme sans procéder à des nouvelles nominations. Pourquoi au ministère des Finances, les différentes directions sont animées par les retraités qui sont toujours là? Non. Oui, qui ont du mal à libérer les postes parce que vous leur faites confiance, dit-on. Beaucoup des DG chez vous sont des retraités. Non, c'est une accusation facile, gratuite, non. Non, les directeurs généraux chez moi ne sont pas des retraités, non. Voilà, on va donc terminer. Dernière question, Maurice Kikundi, il est de Makabana, oui, il envoie cette question. En 2016, vous êtes membre du bureau politique du PCT, on sait que vous ne vous affichez pas trop comme membre du bureau politique, vous êtes un peu discret. Alors, mais vous allez quand même pouvoir répondre à cette question. En 2016, Denis Sassou Nguesso décide de partir et vous choisissez comme son dauphin. Comment réagirez-vous en ce moment-là? La question ne se pose même pas. Vous accepterez? Il n'est pas dit que le scénario que vous décrivez sera le scénario de 2016. Mais il peut créer la surprise, c'est l'homme des surprises, Denis Sassou Nguesso. Contrairement à ce que vous dites, je suis un homme politique, membre du bureau politique de mon parti. Je l'assume, j'en suis fier. Et lorsqu'on est politique, c'est mon cas, je suis un homme politique, on ne fait pas de la science-fiction. On est arrivé à la fin de cette émission. En une seconde, à vous de la conclure, monsieur le ministre. D'un seul mot, je vous remercie. Je trouve que l'émission est bien vivante et je suis désolé si certains auditeurs n'ont pas trouvé réponse à leurs questions. Oui, en tout cas, on a eu beaucoup de questions. Oui. Dans le cadre d'une émission, on ne peut pas répondre à toutes les questions, surtout lorsqu'on a un journaliste brillant, très chaud, qui veut poser toutes les questions. Il n'est pas facile pour celui qui est invité de répondre avec précision à toutes les questions. Je suis désolé si certains n'ont pas trouvé des réponses à leurs questions. Je suis vraiment désolé pour eux. Je ne regrette pas mon passage ici. Au contraire, je suis très content d'avoir été votre invité. Réalisation technique Brèche-Chambon, participation Pélagie Prunel, réalisation André Boule, au micro Parfait La Savane. D'ici le prochain numéro, portez-vous bien, je vous aime. C'était
Face aux auditeurs, une production de Radio Congo.